revenir au premier débat. Sur l'ensemble des 3 matchs, il y a plus de sujets d'inquiétude ou de satisfaction? Moi, je crois si tu fais la balance, il y a des sujets de réflexion. On est interpellé. Mais ça, d'accord, bien sûr. Non, mais, en attaque, on a des soirs. satisfactions. Ouais. Mais il y a des interrogations quand tu les vois lâcher. Mais défensivement, ça va pas. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on ça va pas défensivement. Et même au milieu. Moi, pas Mécano, Saliba, je suis désolé, ça va. Non, mais je parle de la défense. Bah oui, mais faut disséquer entre les latéraux qui sont désastreux et les centraux qui, à mon avis, forment la meilleure charnière pour l'instant. Ouais, mais ce soir, tu vois, Upamecano, il te met un peu mais il a peut-être pas le même points compagnon d'interrogation. Non, c'est pas à cause de la Croix quand il se fait chipper le ballon tout seul. On a récupéré Giovanni, ça va être sa première intervention. Non, mais juste moi, bon, Giovanni, vous patientez. Non, mais juste 2 secondes pour dire, parce qu'après, ils ont quand même ce groupe à la capacité, quand il y a les matchs à élimination, à vraiment tous se transformer. Et je trouve qu'il y a vraiment une rigueur qui se met en place. Oui, une bête de compétition. Donc, on verra. Le dos tourné à son public. Ça y est. Giovanni Castaldi est de retour. C'est bien lui le vrai, l'excellent. Bonsoir, Giovanni. On se félicite pour la météo, en fait. Il a dit qu'il ne pleurait pas, il n'a pas plu. Giovanni, déjà, félicitations. Bonsoir, Mémé. Bonsoir, Giovanni. Giovanni, on était sur le premier objectif. C'est Tchouaméni, Guy Stéphane qui l'avait dit. L'objectif, il l'avait énoncé, c'était de terminer premier de ce groupe. L'objectif est fait. Maintenant, on était sur la deuxième question. Les Bleus vous ont-ils emballé? On notera Dembélé dans quelques minutes. Il en a 2-10. Et faut-il refermer le dossier Dembélé? Ça, on l'évoquera un petit peu plus tard. Vous, la question générale, vous sortez du stade. Les Bleus, ce soir, lors de ce match contre la Norvège, vous ont-ils emballé? Sur la première période, Mémé, totalement, j'ai vu des séquences de jeu qui étaient très très intéressantes. On pourra reparler du comportement défensif de 2-3 joueurs ce soir. J'ai pas aimé par exemple Dayot Upamecano. Il y a encore des grosses difficultés sur Jules Koundé et Théo Hernandez. Mais je trouve que le sentiment, quand les Bleus décident d'accélérer, je trouve qu'ils sont à l'unisson. Alors Dieu sait que parfois je suis extrêmement critique envers lui. Mais par exemple ce soir, j'ai trouvé le comportement de Mbappé dans un match où il n'a pas marqué. Il a très peu fait de gestes superflus. Il s'est offert 1 ou 2 gourmandises en fin de seconde période, mais sinon il était dans l'esprit. Je trouve le comportement général de cette équipe excellent, à l'image de Tchouaméni qui parfois peut être un peu mollasson. J'ai trouvé très agressif, très fort dans les duels ce soir. Les signaux pour moi sont excellents. Ok, très bien, merci Monsieur Météo. Giovanni, l'ambiance là-bas, parce que on va revenir, on a un petit truc à vous montrer du côté de la Villette à Paris, avec la fan zone et puis un petit micro-trottoir réalisé par Lucas Métairie. Vous, là-bas, l'ambiance, les Bleus, ça encourage, ça chante, on sent que le stade était autour des Bleus ou non, on était un peu à l'extérieur? Quand vous parlez de l'ambiance, Mémé, c'est soi-disant Ousmane Dembélé qui fait la tête et qui est pas content de jouer à droite, c'est ça? Vous parlez de l'ambiance dans le stade, c'est juste pour resituer. Le règlement de compte n'est pas encore arrivé, mon petit Giovanni. Qui a dit ça? C'est toi qui avais dit ça? Non, c'est pas ça. Ah, pardon. Bon. Non, mais regardez, il y a un trait là, regardez le visage de Giovanni. Il savoure, il est sadique. Non, Giovanni, l'ambiance, c'est comment? Non, mais l'ambiance avec les supporters, voilà, tout ça. Enfin, pardon. Pas en mode de nuit non plus. Hein. Allez, Giovanni. D'accord. Non, mais franchement, c'était une très très belle ambiance ce soir. On a vu même une belle ambiance entre les Norvégiens qui avaient assuré l'essentiel avec la qualification. Même avant la rencontre, mais il y avait une très très belle ferveur entre les supporters tricolores et les supporters norvégiens. Donc sur ce point de vue-là, je ne sais pas comment vous percevez en France, mais d'un point de vue des supporters, je trouve qu'en l'état, c'est très réussi autour des stades aux États-Unis. On va tout de suite aller vérifier tout ça. Merci Giovanni. On vous retrouve dans quelques minutes parce que nous allons ouvrir un moment le dossier Dembélé. Il y a peut-être des choses qui ont été dites. Mais par la passion, par la réflexion, l'envie de débattre, tout ça, c'est le sel de l'équipe du soir. Et parfois, le foot est une chance molle et parfois, on raisonne bien, mais les événements donnent tort. Et on continuera. Du côté de la Villette à Paris, ce soir, les Bleus sont qualifiés. Qu'en pensent nos supporters français? C'est un petit micro très tard réalisé par Lucas Métairie. Ah ouais. Les gars, qui peut nous arrêter? Personne. Ousmane, Ballon d'Or, le triplé, c'est gagné. Moi, j'ai vu personne, il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait même pas Haaland. La France victorieuse. La France en haut. Est-ce qu'on est les plus forts de ce mondial? Le PSG est très très fort déjà. Le PSG est très fort. Là, je pense qu'on a fait l'une des meilleures phases de poule depuis, je pense, 20 ans. On a 3 victoires solides, des beaux buts. Je pense qu'on est les plus forts cette année. On est plus forts. Qui peut nous arrêter? Personne. Qui va nous arrêter maintenant?
c'est pas possible de nous arrêter. On est en train de taper toutes les équipes qui se présentent devant nous. Franchement, il n'y a personne qui peut nous arrêter. Peut-être l'Angleterre, je pense. Mais sinon, à part ça, je pense que l'équipe de France est bien partie pour aller loin. Ah oui. Voilà, Tanguy nous dit ça sera l'Angleterre. L'Angleterre, ça sera en finale. Non, mais on peut la rencontrer qu'en finale. Gagner, mes petits, mais c'est vrai qu'ils s'enflamment, ils sont contents, ils sont heureux, voilà, ils parlent comme ça. Mais gagner un 3e match de poule, c'est pas arrivé depuis 2006, c'est ce fameux France-Togo 2-0, parce que depuis... Oui, mais le France-Togo, déjà, tu avais ton équipe type, et il fallait gagner, sinon tu sortais. Il fallait gagner. Là, ce soir, tu as ton équipe type face à une équipe bis, donc... Non, mais c'est gagner les 3 matchs de poule, ça c'est 98. Oui. Non, mais ça, voilà, il est là le truc. Non, mais dans un groupe qui t'apparaissait finalement comme le groupe de la mort, bon, tu t'en sors avec un groupe qui est largement finalement, au vu de comment ça s'est goupillé, c'est un groupe qui devient presque facile, quoi. Parce que, à partir du moment là, Jo, vous êtes en train là. En fait, essayons de voir ce qu'on a. On ne va pas dire juste on a la Norvège, on a battu. Non, mais la clé, c'est le la seconde période contre le Sénégal. C'est pas ce qui s'est passé en fait. En fait, c'est le Sénégal. On a battu le Sénégal, ça bravo. C'est ça la clé. En faisant une première mi-temps qui était vraiment pas bonne. Et ensuite, les événements font que la sortie, oui, tu gagnes un 3e match. Et c'est pas arrivé depuis très longtemps. Mais le 3e match, il n'était pas joué. On te l'offre le 3e match. A de Norvège contre l'équipe B de France. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai regardé les 3e matchs et finalement les moments où on allait basculer et ce qui se disait dans l'équipe sous la plume de Vincent Duluc. En 2014, c'est assez intéressant parce qu'après un début de compétition assez réussi face au Honduras et à la Suisse, il y a eu un festival offensif. 5-2, il y a un 0-0 un peu moisi où Vincent nous écrit que finalement l'Équateur, où finalement on sent que l'enthousiasme est baissé un petit peu d'un cran, voilà. Et ce qui après contre le Nigeria où ça va être un peu dur, puisqu'il s'impose 2-0, mais c'est un peu dur et physique. On a oublié, et difficile. En 2018, c'est extraordinaire, parce qu'en 2018 le match est horrible. Ils sont sifflés par les supporters. Mais le compte rendu de Vincent sur la phase de groupe. Il y a une petite ironie de Vincent qui écrit ce soir Didier Deschamps a vu cette attaque. Il parlait peut-être de l'ensemble des 3 matchs. Vous voyez, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup. On s'était un peu emmerdé, quoi. Et après, il y a ce basculement contre l'Argentine. Et puis 2022, là, il y a 9 changements de la part de Didier Deschamps. Les Français perdent contre la Tunisie. Moi, je me souviens des débats qu'on faisait. On faisait pas les fierons, on faisait pas les fiers à bras. Donc finalement, j'ai l'impression que ce 3e match. Je ne sais pas si on peut l'exploiter, bien sûr mais il est un peu voué parfois à l'amnésie. Parce que là, ce que tu dis en sortant de ce 3e match, c'est que cette défense bis, la Norvège, t'a permis de retrouver un peu de confiance et de retravailler des automatismes sans une réelle opposition hyper forte. Par contre, à contrario, face à une attaque B de Norvège, tu t'es créé un mal de tête sur certaines situations. Donc Maignan nous sort un péno, nous sort un 1 contre 1 contre Oscar Bob, plus celle de la première mi-temps, plus quelques-unes en... Ce qui fait... Et quand même, face à une attaque bis, ça fait beaucoup de situations quand même. J'ai noté 2-3 petites choses. À la reprise de la mi-temps, de la deuxième période, les Norvégiens sont un peu plus agressifs, exercent, on va dire, un pressing un peu coordonné. Et je trouvais que les Français n'arrivaient pas tellement à s'en sortir. Mais ils sont au-delà de ça, complètement endormis. On revient là-dessus, et Dave, il avait raison de parler des latéraux. Je mets le match de l'Irak mis à part, encore que, face aux dribbleurs sur les côtés, on a du mal. Et vraiment, souvenez-vous de Ibrahim Mbaye, ce qu'il fait sur le premier match. Théo, déjà. Là, le but que tu prends des en 1 contre 1 sur un truc où normalement on est vraiment impassable. Le penalty, tu t'en prends 2. Il te l'a fait. Après, Oscar Bob, c'est certes l'équipe B de Norvège, mais c'est fort. Oui, c'est fort. C'est un super joueur, c'est hyper vif et tout. Ce que je veux dire, c'est que tu vas en croiser d'autres de Oscar Bob. C'est ça que je veux dire. Tu vas en croiser d'autres et t'es souvent à défendre sur le reculoir. T'as pas beaucoup de prise à 2. Tu te dis que t'es plus fort, donc t'es en 1 contre 1 tout le temps. En fait, t'as déjà pris en 3 matchs là quand Félix, parfois vous émettez peut-être l'idée que Didier Deschamps changerait de système, pas d'accord avec Eric. Eric pense qu'ils vont rester à 4, mais en fait avec ce système à 4 attaquants, derrière, en 1 contre 1, il faut avoir des machines. C'est-à-dire que si... Sinon, il faut que tes 2 offensifs viennent aider de temps en temps, faire doublonne avec ton latéral. Parce que sinon, suivant, peut-être qu'ils ne le font pas aujourd'hui. Et je pense que si à un moment donné, tu vas avoir Yamal, par définition, sinon c'est des milieux qui vont venir si tes latéraux sont 1 contre 1, par définition, c'est que ta ligne de 4 devant, elle est déjà éliminée. Donc en fait,
ce sera que sur des rares phases, si tu veux, mais Koundé, il n'a pas été bon, mais il n'a pas été non plus. Anecdote relevée par Giovanni Castaldi. Giovanni, on était là, on était en train de regarder. Alors, on est content, évidemment. 3 victoires en 3 matchs, c'est super. Et puis, finalement, en essayant de se projeter, on se dit que les défenseurs en un contre un sont souvent, comme dirait Aimé Jacquet, en grande difficulté. Vous avez quelque chose à nous raconter? Obligé, ça. Je fais difficulté. C'est à s'y méprendre. Merci. Très belle imitation. Oui, il y a eu plusieurs fois en fait où il y a eu des discussions assez vives entre Manu Koné, Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé. Je pense que parfois ses camarades du milieu de terrain lui disaient de sortir un peu plus vite pour au final d'aller de mettre la pression au porteur du ballon, de ne pas attendre systématiquement que le joueur ait le temps de se contrôler, et de se retourner. Il y a eu également 2 séquences où Guy Stéphane a dit à Jules Koundé, vas-y, t'embarrasse pas, n'hésite pas à redégager quand tu vois qu'on est en difficulté. On sent quand même que Jules Koundé intrinsèquement, psychologiquement, il est un peu en délicatesse. En revanche, sur ces zones de transition que vous relevez tous en plateau, vous avez raison, c'est vraiment le gros point faible de cette équipe de France. Ils se font très souvent transpercer dans le cœur du jeu et on retrouve nos latéraux isolés en 1 contre 1. C'était aussi un des axes de travail qui a été évoqué par les joueurs sur les matchs de préparation. On doit réagir plus vite à la perte, ça implique également les offensifs. Guy Stéphane, notre sélectionneur ce soir, donc l'adjoint Guy Stéphane, a réagi sur la chaîne M6. Tout à fait, l'entraîneur du soir, Guy Stéphane. Je ne sais pas qui on jouera en 16e. Pour l'instant, c'est vraisemblablement la Suède. Plus on avancera, plus il y aura des équipes de valeur. Ce n'était pas l'équipe première de la Norvège ce soir. Soyons vigilants, soyons contents, mais savourons. À noter qu'il a confirmé que Didier Deschamps serait de retour ce samedi. Grosse pensée pour Didier qui sera à l'entraînement demain avec nous. On a hâte de le revoir. Merci, c'est courtois. Les deux sont évidemment très liés. Oui, on est dans la transition défensive, on parle de ça. Et on parle. C'est le moment où on la perd ou le moment où puisque finalement, là, notre débat, il est sur aussi milieu à 2, milieu à 3, puisqu'on pourrait peut-être, éventuellement, on évoque l'idée peut-être de rebasculer dans un sens. C'est-à-dire que moi, sur ce on ne le fera pas. Mais, alors, je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse de Giovanni sur ce match-là. Et sur quel joueur? Moi, sur Tchouaméni. Ouais. Je suis désolé. C'est un joueur qui, à 2, est beaucoup trop dans la gestion, à l'image du carton jaune qu'il prend en 2e période. C'est-à-dire que 2 fois, il est en retard, il fait 2 mêmes fautes, où il se fait jongler sur un contrôle orienté, il prend d'ailleurs un jaune sur la 2e faute. Ces situations-là, elles arrivent souvent. Là où Manu Koné, lui, tout le temps, sur les zones presse, sur les zones d'impact, Aurélien Tchouaméni, il est plus dans un truc de gestion, un peu comme dans un milieu à 3. C'est-à-dire qu'il essaye de protéger sa défense centrale et en même temps, il est dans un truc un peu entre deux. Je trouve que pour un milieu à 2... il n'est pas assez actif. Ça nous met parfois, je trouve, en difficulté parce qu'on est souvent en quinconce. C'est-à-dire qu'on a soit l'un qui est un peu plus haut, il y a toujours beaucoup d'espace entre les deux. Et je trouve que c'est là aussi où parfois le bas blesse. Au-delà, après, il faudra évoquer notre ligne de presse, la première. C'est-à-dire, ça c'est parce qu'eux, ils font des kilomètres aussi, il faut évoquer ça aussi. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent aussi fatiguer. Ceci dit, l'argument de la transition défensive, ce soir, il ne tient pas sur le but. Le but, c'est un engagement. Et les mecs dorment. Il n'y a pas de transition, il n'y a rien. C'est après 13 secondes. 14 secondes. Là, c'est vraiment la faute d'inattention. À ce que tu dis, la tentation pour un coach, quand même, quel que soit son profil, d'inclure Adrien Rabiot avec ces deux-là, sur tout parti d'un match, elle est quand même forte, quoi. Et si tu arrives et se dresse en face de toi, une équipe qui, sur la suite de la compète, va développer des grosses certitudes au milieu en bouffant tous ses adversaires, parce que les deux vrais gratteurs de ballon. Je trouve que Koné t'apporte un truc. C'est Rabiot et Koné, les 2 gros gratteurs de ballon. Tchouaméni, lui, il coupe les angles de passe, il vient jouer ce 3e défenseur central pour faire la première relance, alors qu'on n'en a pas toujours besoin. Honnêtement, on a 2 super relanceurs derrière, que ça soit Saliba ou Upamecano, et encore là, ce soir, Lacroix qui a un bon pied. Donc on se prive de quelqu'un au milieu. La consigne de Deschamps je sais, il aime bien. C'est vous-même qui disiez qu'en fait, la première période qui nous avait emballé sur son activité, sa réactivité. Il lui a demandé d'être, on va dire, un peu plus sécuritaire et un peu plus conservateur. Donc ça veut dire que c'est quand même un vrai Pardon, mais excusez-moi, mais sur l'équilibre, on va dire, parce que l'attraction avant est assez impressionnante, il y a vraiment beaucoup de talent. Mais est-ce qu'à un moment dans un match, on va dire, cette traction avant, elle doit
on va dire, un peu reculé. Parce que moi, ce que j'ai noté dans les moments faibles, c'est que les deux, Dembélé et Mbappé, étaient un peu injoignables lorsqu'ils prenaient un pressing assez organisé de la Norvège et que les défenseurs, qui n'étaient peut-être pas dans leur assiette aujourd'hui, avaient du mal à trouver, on va dire, des joueurs qui étaient démarqués. Bizarrement, et finalement, les lignes étaient assez on est distendues. mieux, enfin en tout cas nos défenseurs centraux sont mieux quand ils sont dans une gestion avec plus d'espace dans leur dos. Bizarrement, ce soir, et notamment la deuxième mi-temps de la Norvège, on est plus mis à défaut quand on est bas et qu'on n'est pas proactif. C'est-à-dire qu'on est là, on est bien en place, mais on est toujours à 1 mètre, on est toujours à... Et c'est ce qui nous a fait... Moi, je préfère quand il y a plus d'espace pour Upamecano, il aime bien venir au contact. S'il est pris, il a la vitesse pour récupérer le coup derrière. Saliba, pareil. Je trouve qu'on est mieux dans cette configuration que dans une configuration plus basse. Ludo, parfois, il y a des pertes de balles où les Français l'ont récupéré et la perdent rapidement. Dans la zone où, au moment, on veut basculer. Et là, il y a parfois des passes. Et là, 2-3 contrôles de Théo Hernandez. Mais sur la fameuse traction avant, sur donc notre quatuor, on s'est tous beaucoup focalisés, parce que voilà, c'était les débats, sur Mbappé en prépa, puis Dembélé, et on a beaucoup... on a des petites fixettes. Voilà, et on a beaucoup encensé Olysée la plupart du temps. Quand même, il y a une constante quand même sur ces 3 premiers matchs, c'est que le 4e titulaire, il n'a jamais existé. Barcola un peu mieux que Doué quand même. Bon, léger, hein, le deuxième match de Barcola. Un peu mieux. Non, pas le deuxième. Ah oui, non, je parle sur le titulaire. Le 4e titulaire, que ce soit Doué au premier match, Barcola au deuxième, ou Doué ce soir, les 3 fois, c'est pas une réussite. C'est à se demander du coup si, vu que cet apport-là, visiblement pour l'instant, il est un peu quantité négligeable. Deuxième milieu. Exactement. Bah oui. Oui, mais c'est pas parce que le mec ne marque pas ou ne fait pas de passe D que tu vois. Qu'il n'y a pas une activité qui génère quelque chose. Par rapport à l'adversaire, il te génère un truc où les mecs sont sous pression aussi défensive. Donc ça t'amène aussi à autre chose. Mais d'en avoir 4. Mais avec un milieu hybride déguisé, mettons si c'est Rabiot qui occupe cette position. Est-ce que la perte de ce que tu dis, est-ce qu'elle est si nette que ça? C'est une vraie question. Je sais pas, c'est un positionnement où les autres, tu as vraiment 4 mecs qui sont positionnés. Pardon? Offensivement, si il reste à 4 Deschamps. En fait, à défendre, tu auras quand même 4 mecs face à toi où tu devras vraiment être face à eux en place, etc. Ok, d'accord, c'est vrai aussi.